Eh ben, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour vous, ce matin. Merci de participer avec nous à la matinale des leaders éclairés saison 4 où aujourd'hui nous allons recevoir, Christopher Guérin. Christopher, bonjour. Bonjour, bonjour Marianne. Donc, je voudrais savoir effectivement, est-ce que vous êtes toutes et tous, connectés et est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bien? Est-ce que vous voyez bien les images? Donc, vous pouvez nous écrire dans le chat. On va passer, et comme je fais d'habitude, et merci de répondre avec vos bonjours. Comme je le fais d'habitude, je remercie d'abord les gens que vous êtes d'assister, de participer depuis maintenant 2 ans, puisqu'on est à la saison 4 à ces matinales. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui vont voir les replays aussi très régulièrement, parce que je sais que vous le faites aussi. Donc, un grand merci pour votre soutien et pour tous les commentaires que vous nous laissez aussi sur LinkedIn suite à ces matinales. Je remercie aussi de leur fidélité les partenaires qui nous accompagnent. Ce sont des partenaires de diffusion qui justement permettent de faire rayonner ces événements, qui sont les Échos, le magazine de presse que tout le monde connaît, Grow All In, qui est un réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer, FIPLUS, le réseau le méta-réseau des financiers d'entreprise, le réseau de femmes ingénieures, le réseau de PWN Lyon, dont je fais partie, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme, et puis enfin, plus local et plus régional, Lyon Décideur, le magazine Lyon Décideur. Donc merci à la fois à tous les partenaires et à vous de participer à cette matinale. Comme je le fais d'habitude, voilà, c'est une matinale que je souhaite interactive. Donc, vous allez voir, Christopher Guérin, notre invité aujourd'hui, CEO du groupe Nexens, répondra aux questions que je vais lui poser. Mais je vous incite très, très fortement, et ça fait partie des règles du jeu, à ce qu'au fil de l'eau, vous puissiez lui faire parvenir par le chat vos questions. Et je l'inviterai à sélectionner, à prendre les questions auxquelles il souhaite répondre pour pouvoir y répondre et interagir avec vous pendant la séance. Donc voilà, donc vous avez cette liberté-là et cette interaction, et ce sera d'autant plus intéressant de pouvoir le faire comme ça. Alors, comme je le fais chaque fois, je vais simplement très rapidement me présenter. Donc moi, je suis Muriel Montagnier. J'ai fondé, je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation et maintenant de la transformation depuis 13 ans. Notre vocation, c'est d'accompagner les transformations à fort enjeu humain, donc tout ce qui est transformation culturelle, transformation managériale et transformation organisationnelle. Et on s'appuie pour ça sur 3 pôles. Un pôle formation, un pôle conseil en organisation et management et un pôle coaching. Et en fait, avec ces 3 pôles, en fait, on arrive à justement accompagner les transformations et à pouvoir engager les collaborateurs dans ces transformations-là. En fait. Donc, ça, c'est le métier et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui, qui anime toujours notre passion d'accompagner l'humain dans les transformations et d'accompagner les entreprises dans leur croissance raisonnable. En 2019, j'ai monté un écosystème, j'ai fondé un écosystème avec effectivement la vision que le leadership d'avant n'était plus opérationnel pour pouvoir répondre à tous les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres et que vous connaissez très bien, et qu'il fallait que les entreprises puissent réinventer leur leadership. Et donc, pour ça, j'ai créé un écosystème qui s'appelle la Fabrique des leaders éclairés. Et c'est aujourd'hui dans cet écosystème que vous assistez au matinal. Et je voulais que dans cet écosystème, il y ait plusieurs choses. D'abord, que les dirigeants que vous êtes ou les managers puissent être inspirés et donc être éclairés par des dirigeants qui ont eux-mêmes suivi ce chemin de transformation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous assistez à cette matinale. Le deuxième objectif pour moi, c'était de faire grandir et faire en sorte que les dirigeants puissent passer effectivement de dirigeants, puissent devenir ce que Christopher Guérin, il nous expliquera, appelle un dirigeant architecte. Je reprends le mot Christopher qui est dans votre livre, et que moi j'appelle les leaders éclairés. Et donc c'est pour ça qu'on met en place des parcours de leaders éclairés. Et puis je voulais que les dirigeants puissent s'entraider, se faire grandir, créer des communautés d'apprenants. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé les clubs des leaders éclairés, qui sont des clubs aujourd'hui ETI en France. Donc, vous voyez que la prochaine séance, et puis je crois que vous avez un bouton si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire à la séance de découverte du club ETI du 15 février prochain. Et puis là, c'est l'actualité du mois de janvier, le lancement du Club international des leaders éclairés, où là, effectivement, on a un workshop animé par un expert qui s'appelle Louis Bernard, l'expert de
de la gestion de crise qui nous fera vivre un moment d'immersion et de workshop au niveau international, donc avec des D-level exécutives, réfléchir et vous immerger dans une problématique, dans comment est-ce qu'on fait pour gérer l'incertitude et comment est-ce qu'on arrive à réagir en situation de crise. Donc voilà, ça c'est pour l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés. Donc n'hésitez pas et vous pouvez vous inscrire à la prochaine matinale. Effectivement, on parlera médias, on parlera de leadership des médias avec le DG Arnaud de Courcelles de BFM Business, que vous connaissez certainement tous, en tout cas, et que vous écoutez certainement. Donc voilà pour l'actualité de la Fabrique. Rapidement, et j'espère, Christopher, que vous m'arrêtez si je vais essayer de vous présenter une biographie, vous m'arrêtez et vous complétez si c'est le cas nécessaire. J'aime bien expliquer pourquoi je vous ai choisi, en fait, Christopher, à chaque fois. Pourquoi vous? Et en fait, c'est vraiment souvent des belles rencontres. Et la belle rencontre que j'ai faite, Christopher, qui m'a amenée vers vous, elle est double. La première, c'est que j'ai rencontré, on va le citer, je ne sais pas s'il nous écoute, Fabien Gillien, qui est un de vos DRH. Et lorsque je lui expliquais notre métier et ce qu'on faisait avec la Fabrique Leader Éclairé, il m'a dit « Mais Muriel, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce que notre… » Alors, voilà, si nous, on a un dirigeant éclairé, c'est notre CEO, Christopher Guérin, parce que lui, ce que vous êtes en train de me dire, il l'a mis en œuvre. Il a le courage de le faire. Et là, je me suis dit « Waouh !» Il faut que je le rencontre. Donc, je lui ai demandé de me mettre en relation avec vous, Christopher, sur ce qu'il a fait. C'est pour ça que vous êtes là. Et la deuxième chose, la deuxième belle rencontre, c'est avec votre livre. Alors, vous verrez, qui s'appelle « Pour aller dans le bon sens ». Et donc, je me suis empressée de l'acheter. Un nouveau modèle de management dans un monde en permacrise. Et j'avoue que je l'ai lu en une soirée. Et je l'ai relu depuis. Parce qu'il est extrêmement à la fois simple à lire et à la fois très inspirant. Et pour moi, et je vous encourage à le faire, et vraiment, c'est parce que vous y trouverez, Christopher va vous en parler, mais vous y trouverez plus de détails. Et honnêtement, pour moi, je buvais du petit lait. Et je me disais, waouh, c'est super. Et en fait, il a réussi à le mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en œuvre dans toutes les entreprises? C'est une vraie question. Et c'est la question que je lui ai posée aussi. Donc voilà, donc Christopher, votre carrière managériale débute dans le groupe Linde, au Royaume-Uni. Elle se poursuit ensuite chez Alcatel, avant de rejoindre Nexans et d'en prendre la direction générale en 2018. Depuis 5 ans, vous avez opéré vraiment un virage stratégique pour le groupe, majeur du groupe, que vous allez nous expliquer, pour vous repositionner sur les marchés de l'électrification durable du monde. Et donc, justement, cette transformation, vous l'avez appuyée sur un nouveau modèle que vous appelez E3. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce modèle, qui allie à la fois l'économie, l'environnement et l'engagement, et qui permet à Nexans de se placer, de passer la question climatique au cœur de la stratégie pour favoriser non pas une croissance infinie et sans et donc qui soit consommatrice des ressources humaines et des ressources de la terre, mais une croissance dans la sobriété, une croissance rentable, tout en améliorant voilà, la rentabilité de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment ça, et je voulais vous le partager. Alors, je vais vous poser 3 questions. Oui. D'abord, c'est quoi, quelle boussole dans un monde en permacrise? Et en fait, plus particulièrement, c'est quoi les principaux challenges structurels que vous avez identifiés qui vous ont amené à faire cette démarche? Moi, j'aime bien avoir le pourquoi, le quoi et le comment, en fait. C'est pour ça que j'ai structuré comme ça. Le quoi, c'est le modèle. Quels sont les éléments fondateurs du nouveau Nexans? Et comment ensuite Nexans, et comment vous avez réussi à le déployer avec succès? Pour quels résultats? Parce que ça, c'est important aussi. Je pense que les gens qui nous écoutent disent « Ok, c'est bien, mais ça produit quoi concrètement ?» Et puis, quel leadership pour y parvenir? Vous avez parlé de 6 compétences. C'est quoi le dirigeant architecte? Voilà tout ce qui m'a animée et ce que j'aimerais faire partager avec les gens qui vont participer et interagir avec nous. Christopher, première question, c'est quoi les principaux challenges? C'est quoi, pourquoi vous êtes arrivé? Pourquoi vous êtes dit il faut qu'on change? Parce que, tout simplement parce que le monde change, en fait. On est clairement dans un monde ce que j'explique, dans un monde en permacrise. Alors, désolé de l'oxymore, mais on se dit toujours que l'année qui suit va être plus calme que l'année précédente. Malheureusement, c'est jamais le cas parce que les crises s'intensifient et elles s'empilent. Maintenant, il y a bien sûr la crise climatique, des crises géopolitiques qui ne font que de s'amplifier.
on a des crises cybernétiques, on a une crise potentiellement économique qui arrive, qui engendrera une crise sociale. Donc en fait, on est dans un empilement permanent des crises et là, on a encore un risque annoncé de l'OMS d'une nouvelle crise sanitaire encore émanant de Chine. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais. Quand vous parlez aux managers, on s'aperçoit aussi d'un point de vue RH, on en a parlé avec Fabien, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent plus être promus parce que au-delà de la volonté de progresser, du statut, du salaire, il y a un nid d'emmerde, si vous me permettez de l'expression, qui fait que quand vous êtes manager, vous dites oh là là, j'ai déjà du mal à me manager moi-même, donc en plus manager les autres dans un monde en permacrise, c'est encore plus compliqué. Et puis surtout, ce qui m'a toujours perturbé, c'est ces injonctions paradoxales qui sont infernales à gérer pour un manager, parce qu'un jour, le top management lui parle du profit, après il lui parle de l'environnement, un jour on parle de social, après on dit ah non, il faut travailler plus, il faut parler de productivité, un jour on parle de croissance infinie, après on dit ah bah non, il va falloir rentrer dans un monde en croissance finie. Donc des injonctions paradoxales dans tous les sens. Et puis souvent, dans un monde de plus en plus complexe, on devient globalement, malgré tous les outils qui nous entourent, on devient de moins en moins intelligent, dans le sens où on cherche toujours des solutions rapides à des problèmes qui sont vraiment compliqués. Et la solution rapide, c'est les indicateurs. Donc, on a une sorte d'obésité d'indicateurs, l'obsession de l'indicateur. On a tellement siloté les entreprises et les fonctions dans l'entreprise que maintenant, une entreprise peut se retrouver avec plus de 600 indicateurs à gérer au quotidien, sans aucune logique systémique. Vous regardez également, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une régulation forte sur la partie environnement, mais il faut être très honnête, aujourd'hui le ESG c'est 1500 indicateurs et 2000 labels. Et moi qui fais 300 meetings d'investisseurs par an, chaque fois on me dit est-ce que vous avez tel label, les labels c'est comme les magnets sur un frigo, vous n'avez jamais le bon, quoi. Donc, et vous rajoutez à ça la CSRD qui va arriver avec ces 1300 indicateurs. Donc voilà, quand vous faites un peu la somme de ces trois piliers, la permacrise, les injonctions paradoxales et puis l'obsession par l'indicateur, vous vous retrouvez un peu, nos managers se retrouvent un peu au temps moderne de Charlie Chaplin, quoi. On est sur un tapis roulant et on ne sait plus arrêter la vitesse, quoi. Donc en fait, il y avait un peu ce sujet-là de dire il faut qu'on remette un peu de simplicité dans la complexité. Et puis, tout en faisant converger en fait la problématique économique d'une entreprise qui est quand même là qui doit générer des profits, parce que ces profits sont ses investissements de demain, mais en tenant compte de la problématique environnementale et puis aussi de l'engagement du social. Et je vais peut-être démarrer par les résultats, parce que vous savez, des méthodes, il y en a toujours un peu partout. En synthèse, les résultats de Nexans en 2018, quand on a repris la direction du groupe qui était proche d'une OPA hostile, parce que d'avoir un groupe de 8 milliards qui était Nexans ne valait plus que 700 millions d'euros en enterprise value, donc c'était vraiment l'OPA était très 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 proche, et nos actionnaires qui avaient fait un peu barrage pour pas que celle-ci arrive, heureusement pour nous, nous ont dit écoutez, vous avez 1 an pour redresser la boîte. Et je m'apercevais que la boîte avait fait beaucoup de croissance et beaucoup de profit warning. Donc la croissance ne veut pas dire obligatoirement profit. Donc on s'est attelé à la transformation du groupe et les résultats sont les suivants, c'est qu'aujourd'hui on a doublé les profits à ISO chiffre d'affaires, on a multiplié par 4 les retours sur capital employé et on a généré à peu près, en 5 ans, on va générer 2 milliards de cash, alors que sur les 5 années qui précédaient, on n'a pas dépassé 400 millions. Et tout ça, donc, à ISO revenu, une consommation des ressources naturelles à moins 30% et une empreinte carbone à moins 32%. Et puis, entre 2020 et 2023, à ISO frais fixes également. Donc, en fait, la grande question qu'on nous pose souvent, mais comment peut-on doubler ses profits sans croissance volumique? Et c'est tout l'intérêt de ce que nous avons mis en place. Alors, avant le modèle E3, nous avons vraiment travaillé d'abord sur l'économique.
Et on a fait quelque chose que très peu d'entreprises font, c'est qu'on a profilé l'ensemble de nos clients sur un axe stratégique, sur un axe de risque, un axe financier, puis aussi un axe environnemental. Et le Covid a été une formidable opportunité pour faire ce que je n'aurais jamais osé faire en temps normal, parce que je le faisais plutôt au fil de l'eau et en séquence, c'est qu'on a supprimé 13 000 clients sur 17 000 pour se recentrer uniquement sur 4 000, qui fitait bien avec la stratégie d'un point de vue financier puis d'un point de vue environnemental. Et puis, on a supprimé 40% de nos produits également. Et en fait, cette réduction massive de complexité a généré un cash monstrueux. Mais bien sûr, les revenus pendant cette période ont chuté de 15%, mais personne ne l'a vu parce que c'était au temps du Covid. Et aujourd'hui, on est revenu à ISO revenus de 2019, mais avec uniquement 4000 clients et pas à travers une croissance volumique, on va dire, intensive, mais surtout sur la création de valeur et sur l'innovation. Donc voilà, ça c'est la partie résultat. On a d'excellents résultats sur l'environnement, on a d'excellents résultats sur la partie économique et également nos courbes d'engagement se sont fortement renforcées. Très bien, donc ça, merci, parce que c'est vrai qu'il faut commencer par ça. Ça crédibilise les choses. Et alors, donc, du coup, qu'est-ce que c'est ce modèle? Comment vous êtes pris, en fait? Comment vous avez pris les choses entre, si on peut décliner, entre la vision, enfin, il y a plusieurs axes, je crois qu'il y a 4 axes chez vous, structurels, la culture, enfin, est-ce qu'on peut décliner ces différentes choses? La vision, vous m'avez dit, hein, vous partiez de ce constat-là, mais après, il faut engager les gens, comment on s'y prend globalement? Il faut convaincre des fois, convaincre les actionnaires, il y a plein de Non, parties prenantes. on n'était pas là-dessus du tout. On s'est dit d'abord, au départ, on ne pensait pas créer un modèle que je vais vous décrire, qui s'appelle l'E3. J'ai voulu aller au plus vite, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait le tour. On a lu tous les principes du triple bottom line, hein, Profit, People, Planet. Donc j'ai lu ces livres, mais ils étaient philosophiquement très intéressants en théorie, mais je cherchais plutôt du pratique. Donc on a appelé un certain nombre d'écoles et d'universités dans le monde, que ce soit HEC, INSEAD, IMD, Harvard, Stanford, Columbia, pour regarder s'il y avait des formations plus systémiques, plus holistiques, qui tenaient en compte non pas uniquement la partie financière, mais également associée à l'environnement et également au social. Malheureusement, on a fait le tour, on n'a pas trouvé. On a trouvé des formations formidables silotées, c'est-à-dire sur la finance ou la finance durable, sur la sustainability, le développement durable, et puis bien sûr des formations en sociologie sur l'engagement, mais on n'a vu aucune formation qui prenait les trois piliers en même temps. Donc on s'était partagé à 8 une trentaine de bouquins à lire pour voir s'il y avait au moins un livre sur lequel on pouvait se reposer pour bâtir un modèle. On n'en a pas trouvé non plus. Alors bon, notre démarche, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a bien quelqu'un qui un jour nous trouvera un livre qui répondra à la question. Et donc on s'est dit, on va regarder d'abord d'un point de vue statistique nos unités. Et en fait, on avait déjà classifié d'un point de vue économique nos unités en plusieurs catégories, celles qui étaient profit drivers, donc, qui depuis des années se portent bien économiquement, et puis je ne vais pas tous les décliner, et puis vous allez en bout de chaîne, vous avez les value burners, celles qui brûlent du cash, qui en fait perdent beaucoup d'argent. Quand on a pris les profit drivers, les activités qui étaient en bonne santé financière, on s'est aperçu que quand on regardait les statistiques, les indicateurs environnementaux, ben, c'était plutôt pas mal. Un taux de recyclage des déchets à 100%, des innovations avec des produits éco-design. Ils repensaient vraiment les routes de transport pour minimiser les empreintes carbone et on voyait les empreintes carbone baisser. Donc on a dit, ah, tiens, c'est intéressant. Et puis, quand on a été sur le volet social, on s'est aperçu que leur taux de diversité d'inclusion était 5 à 10 points supérieur à la moyenne du groupe. Que le taux d'absentisme était très très bas, le taux d'absentisme courte durée, je précise, et le taux d'accident très très faible, et puis aussi des budgets formation assez conséquents. Bon, ok. Coup de bol, point d'interrogation. La révélation s'est faite quand on a étudié les résultats au sens large des value burners. Et là, on s'est dit, bon, non seulement ce sont des brûleurs de cash pour le groupe qui ne génèrent aucune profitabilité, mais en plus, ce sont des pollueurs. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait
je donne juste un indice, c'est qu'il y a 10 unités sur 70 qui font 40% de nos émissions carbone. Mais il n'y a aucun facteur exogène qui explique ça. Et on s'est dit, bon, ils ne recyclent pas le déchet, l'éco-design, ils ne savent pas ce que c'est, leur empreinte carbone va beaucoup plus vite que leur chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et puis, quand on est rentré sur la partie sociale, alors là, il y avait rien non plus. Diversité, inclusion, le plus faible, on était à la cave. Les taux d'absentéisme étaient en moyenne, alors que les profit drivers étaient à 2,5%, les value burners étaient à 10% sur l'absentéisme courte durée, taux accidentogène très très élevé, et puis alors, le budget formation n'était pas là. Donc, pardon. On s'est dit, mais en fait, pas une question de méthode, hein. C'est pas une question de CAPEX, c'est pas une question de culture, c'est une conscience managériale. En fait, il y a des managers qui intuitivement vont dans le bon sens et d'autres qui vont dans le mauvais sens. Et c'est à partir de là qu'on dit, bon, on va bâtir nous-mêmes un modèle de performance holistique, mais alors sans sombrer dans le silo. C'est ça le risque. C'est pas parce que vous avez 3 piliers que vous allez en faire quelque chose de convergent. Parce que si vous prenez les indicateurs financiers d'un côté, les indicateurs environnementaux de l'autre, vous restez siloté. Donc on s'est dit comment désiloter également l'entreprise à travers un modèle de performance qui se veut innovant. En fait, on a commencé à amener toutes nos compétences qu'on avait sur la partie financière de transformation, on l'a amené sur la partie environnementale. Et aujourd'hui, un client pour qui conserve ce statut de platinum, comme on l'appelle chez Nexans, c'est-à-dire que voilà, qui reste important pour nous, il faut qu'il le soit d'un point de vue économique, dans une logique de retour sur capitaux employés, mais on calcule maintenant également le retour sur carbone employé. C'est-à-dire, est-ce que ce client-là nous consomme beaucoup de carbone, oui ou non? Et là, on va encore sortir quelques clients parce que leur empreinte carbone est telle que, OK, ils nous profitent d'un point de vue financier, mais ils vont dans le mauvais sens d'un point de vue environnemental. Alors peut-être que souvent, on a des solutions qu'on peut utiliser. Et donc, on a imposé ce modèle-là. Et puis maintenant, aujourd'hui, chaque unité reçoit sa compatibilité O3. Vous avez des unités qui, pas beaucoup, hein, pour l'instant, à peine 10%, qui sont compatibles, c'est-à-dire leurs résultats sont parfaitement équilibrés sur le pilier économique, environnemental et sur l'engagement. Il y en a qui sont E2, c'est-à-dire qui sont plutôt sur deux piliers, puis vous avez les E1, puis les E0 me reportent directement, parce que là, il y a un problème de management. C'est-à-dire que si vous êtes nulle part, c'est qu'il y a un problème de management. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans et demi, on a élevé cette conscience auprès des managers. Bon, on a laissé 1 an pour que on infuse un peu la philosophie de l'ensemble et que chacun puisse y voir un peu sa méthodologie. Bon, maintenant, on en commence à en faire un playbook et on commence à imposer la méthode des meilleurs, en fait, vers les moins bons. Et surtout de dire, écoutez, bien sûr on doit être présent d'un point de vue économique, on doit être au rendez-vous, mais il y a quand même un sujet environnemental qui est fondamental. Par exemple, j'étais au Maroc au mois de décembre, ils ont reçu leurs objectifs. 10% de hausse, en grosso modo, à titre illustratif, de leur profitabilité. Un quota carbone à moins 10, et surtout sans objectif de croissance. Donc, à eux de trouver dans leur modèle de portefeuille client-produit, les clients qui répondent à la double contrainte de la profitabilité et de l'environnement. Donc, voilà comment est né le modèle. Le modèle. Alors, à quoi il ressemble? Vous pouvez nous être un petit peu plus dans les détails, Christophe? Vous vouliez projeter quelque chose? Vous voulez nous... C'est peut-être plus facile. Je pense que vous le voyez, non? Enfin, vous avez... Attendez, pas encore. Voilà. Voilà, c'est ce mode. Vous le voyez là, hein, c'est bon? Oui, a Voilà. priori, oui. C'est ce... Donc c'est ces trous qu'on a mis en place et puis qu'on continue de développer parce qu'on s'est dit... alors au départ, je ne devais pas faire un livre, hein. C'était pas prévu du tout. Mais je devais en faire en fait un livre en interne parce que j'étais un peu toujours, vous savez, en tant que dirigeant, vous répétez les choses et puis à un moment, moi j'ai un caractère intuitif, hein, donc les intuitifs sont souvent très créatifs, mais ont besoin de bien processer leurs idées pour qu'ils soient bien compris. Donc j'ai écrit. Je me suis dit comme ça, voilà, c'est écrit, il n'y aura plus d'excuses pour pas faire. Et en fait, je me suis aperçu qu'un consultant américain, une grande firme américaine, voulait nous piquer l'idée.
à but mercantile. Donc, j'ai été voir l'INPI et le seul moyen de déposer l'idée pour l'offrir à tout le monde, parce que l'objectif, c'est que c'est pas propre à Nexence, en fait. C'était soit une thèse, soit un livre. Donc, on a déposé, enfin, j'ai écrit ce livre-là en français et en anglais. Et surtout, j'ai donné le modèle à HEC qui actuellement a mis 2 PhD sur le sujet pour aller encore plus loin dans la méthodologie, pour en faire un business case et puis pour ouvrir un peu les chakras d'autres dirigeants sur ces thématiques-là. Et que la croissance infinie, dans tous les cas, ça va être bientôt derrière nous par rapport à des limites de croissance, enfin, d'accès aux ressources naturelles, et il va bien falloir repenser la manière de générer du profit dans une entreprise, tout en tenant compte des contraintes environnementales, sociales qui arrivent à grand galop dans les prochaines années. Alors, pour nous expliquer un petit peu plus dans les détails, en fait, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet environnement, économie, engagement? Enfin, nous, alors sur le pilier humain, c'est le pilier qui me tient à cœur. C'est quoi l'engagement? Vous parlez de culture d'entreprise, comment on engage les collaborateurs. C'est quoi aujourd'hui? Comment vous avez réussi à engager les gens dans la transformation et c'est quoi votre vision sur la partie engagement, par exemple? Ben, écoutez, moi j'aime pas le mot culture, parce que tout le monde l'utilise tout le temps, l'engagement, est-ce qu'on a réussi? Non, on n'a pas réussi, Muriel. Enfin, vous savez, l'engagement, c'est une bagarre de tous les jours, hein. Donc, moi, j'aime pas dire qu'on a réussi, parce que j'aurais les syndicats qui seraient là, ils me disent, bah non, on n'a pas réussi, bien sûr on a beaucoup de boulot. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, et j'adore ça, c'est que 60% de notre population sont une population de frontline workers, donc d'opérateurs, d'opératrices de production qui sont sur machine. Et par exemple, quand j'étais pas mal d'interaction avec le gouvernement, j'aurais dit arrêtez de parler de télétravail parce que vous faites mal à l'industrie. Vous faites mal à l'industrie, vous faites mal au secteur du santé et de tous ces gens qui, depuis tous les jours, doivent aller au boulot parce que leur boulot n'est pas derrière un ordinateur. Donc, ils n'ont pas cette notion de télétravail. Donc, c'est très facile d'engager des cols blancs derrière un ordinateur. C'est plus compliqué quand vous devez aller sur chaîne, motiver tout le monde. Donc, on n'en est qu'au début, hein. Déjà, le fait qu'on ait réduit la complexité d'un point de vue client-produit a eu une efficacité, enfin un impact sur la productivité qui a été très élevé dans nos usines. Parce que la complexité, elle n'était pas que dans les chiffres, elle était également dans la fragmentation des commandes qu'ils recevaient tous les jours. Ils étaient toujours à faire, défaire, lancer une machine, la commande était courte, donc on arrêtait. Donc en fait, on a libéré énormément de productivité juste parce qu'on a enlevé de la complexité, ça n'a eu aucun impact sur l'emploi. Après, on s'est aperçu que quand on est arrivé avec le modèle E3, j'aime pas ce terme-là, mais difficile d'exprimer autrement, c'est la base. Ce sont justement nos frontline workers qui ont tout de suite pris le sujet de l'environnement. Avant tous les managers. Avant tous les managers. Ils en ont fait un vrai sujet d'engagement. Et donc ça, bon, ben, ça a été assez riche d'enseignements, mais on s'est dit, voilà, on voit quand même que quand on est en France, de manière générale, vous regardez l'Institut Gallup, les résultats de l'Institut Gallup sur les engagements par nation, la France est quand même grande dernière avec l'Italie et le Japon, avec un taux d'engagement de personnes qui vont au boulot de manière engagée de seulement de 6%. Vous prenez la Colombie, ils sont à plus de 60%, et vous prenez l'Allemagne, qui est quand même proche de nous, qui est à 25%. Donc vous dites pourquoi il y a ces disparités par pays. Et pour aller un peu plus loin sur le thème de l'engagement, on a fait appel à des sociologues du travail, qui actuellement sont toujours là, parce qu'on les a pris en intraveineuse, parce que ce qu'ils nous apportent est formidable, qui vont vraiment sur le terrain pour vraiment aller comprendre les difficultés d'engager les troupes. Et globalement, leur retour l'année dernière a été assez formidable pour nous, pour moi en tout cas, et pour mon équipe RH, c'est qu'on dit faites attention, le narratif de Nexence est très bien. Le purpose, vos valeurs, pionniers, dédiés et puis unis. Mais vous avez quand même un narratif de col blanc, écrit par des cols blancs pour des cols blancs. Et à un moment donné, il faut repenser l'inspiration et la vision de l'entreprise dans une logique industrielle à travers la machine. Pourquoi? Parce que beaucoup
leur outil de travail, c'est la machine, c'est la machine qui produit les câbles. Donc, ce qui est important pour eux, c'est la vision de leur usine, de leur environnement direct à 10 ans. Vous pouvez dire Nexans va électrifier le monde, ça aura très très peu d'impact. Donc, c'est ce travail-là qu'on fait notamment dans les pays où il y a quand même un engagement globalement faible, pas chez Nexans particulièrement, mais dans beaucoup d'entreprises, et la France en fait partie. Et on va essayer d'enraciner un petit peu plus cette vision, cette stratégie, mais avec des mots déjà beaucoup plus simples et beaucoup plus concrets, terrain, qui parlent à l'ensemble de notre population. Et c'est un peu le gros travail qu'on fait sur l'engagement, tout en ramenant un peu cette logique économique et environnementale au quotidien dans nos actes. Parfait. Quand vous dites, alors j'invite les gens, j'invite tous ceux qui nous écoutent avec grande attention à poser des questions si vous le souhaitez. Hein. Donc comme ça, Christopher Guérin pourra y répondre à ce stade-là. Si on parle compétences managériales, parce que vous dites, et je lis, E3 force le management à basculer dans une économie, dans une pensée systémique. Donc, c'est quoi la pensée systémique? C'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être un dirigeant architecte? Donc voilà, déjà, c'est quoi en fait ça? Comment est-ce que vous faites évoluer le management? Parce qu'on a vu qu'il était clé pour embarquer. Vous avez l'engagement et vous avez dit les premiers sont les cols bleus en fait qui eux étaient partants. Mais après, il y a toute la strate managériale. Comment est-ce qu'on fait pour justement développer une pensée systémique et comment on fait pour quelles compétences ont besoin d'avoir nos managers, nos dirigeants de demain pour devenir des dirigeants architectes et comprendre, être en capacité de pouvoir mettre en place un modèle E3 dans leur entreprise, puisque et on avait échangé ensemble, Christopher, ce modèle, il n'est pas uniquement axé, c'est ça qui en fait intérêt, c'est qu'il n'est pas uniquement chez Nexans, il peut fonctionner dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité, hein, je crois que vous l'avez dit, et dans n'importe quelle taille d'entreprise aussi. Oui, personnellement, j'ai un peu d'heures de formation de mon temps personnel pour des ETI françaises pour les aider à passer un cap là-dessus. Et c'est duplicable partout. J'ai même une société de services financiers, vous savez, c'est un monde complètement à part par rapport à la production de CAM, qui m'a appelé récemment. Il me dit, bon, on a appliqué la méthode, c'est un formidable résultat, on a supprimé 30% de notre clientèle, on s'est concentré sur les clients les plus importants pour nous, et en fait, on a retrouvé une capacité d'écoute et de travail plus en profondeur avec les clients sur lesquels on se focalise. Bon, donc, vous voyez, sauf que ces méthodes-là, vous ne les avez pas dans les bouquins de management des écoles de commerce. Alors, comment développer ça? Bon, déjà, je considère, et vous avez un petit livre que je recommande régulièrement. On a la chance d'avoir un formidable philosophe sinologue qui s'appelle François Julien, avec 2 L, qui a écrit 2 livres que je recommande, qui sont Les transformations silencieuses et Le traité de l'efficacité. François Julien, en fait, met en perspective la pensée occidentale et la pensée chinoise. Et dans la pensée, on va dire, européenne, américaine de la gestion d'entreprise, on a une vision très introvertie, c'est-à-dire on est très centré sur l'entreprise, avec une logique de, voilà, je projette l'entreprise dans l'avenir, objectif, action, résultat. Objectif, action, résultat, dans un monde qui est supposé, à travers le modèle, qui est supposé linéaire. Voilà. Donc c'est très modélisé, mais très introvert, comme disent les Américains. Alors que la pensée chinoise, et c'est là-dessus où l'éclairage de François Julien est fantastique, il explique qu'ils ont une logique d'abord exogène. C'est analyse de l'environnement. Donc en fait, ils réfléchissent à 10 ans sur quelle peut être la vision à 10 ans, toujours penser en temps long sur l'environnement. De déterminer que par rapport aux crises qui arrivent, quel potentiel de situation peut émerger. Et puis vous connaissez ce principe chinois qui dit, dans tous les cas, une crise n'est pas une crise, c'est une opportunité en essence. Donc voilà. Donc ils sont un peu dans cette logique, pour ceux qui connaissent le jeu de Go, de conquête de territoire sur un temps long. Il peut y avoir des crises, mais les crises sont une opportunité. Mais surtout, ils sont beaucoup plus adaptés dans un modèle, dans un monde en permacrise. Donc déjà, un peu plus d'ouverture d'esprit et quitter le rationnel qu'on nous impose depuis des années. On dit, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, il faut que tu reproduises ce qu'on fait depuis 20 ans.
on a bien vu ce que nos méthodes qu'on utilise depuis 20 ans, on voit bien où est-ce qu'elles nous ont amenés. Donc, il y a quand même une notion de réinvention. Alors, la pensée chinoise pense en temps long et le temps court est en intuition. C'est-à-dire, comme dans tous les cas, généralement, vous ne vous trompez pas sur le temps long, mais sur le temps court, vous ne pouvez pas maîtriser les crises qui arrivent. Ça sera une surprise. De plus en plus, comme dit Taïeb, ce sont les signes noirs. Vous ne les verrez pas arriver. Donc, à vous de donner une forme d'agilité et une forme d'intuition dans la manière dont vous pilotez l'entreprise. Il y a une phrase qui m'a toujours marqué, parce que j'ai l'habitude avec un certain nombre 8 dirigeants de faire des retraites et on a toujours allé chercher, vous savez, quand vous êtes dans une boîte cotée, une boîte à gérer en général c'est compliqué, mais dans une boîte cotée où vous voyez les investisseurs tous les jours qui sont sur une vision très court-termiste de la profitabilité, quand vous parlez de temps long, quand vous parlez d'engagement, etc., vous ne captez pas leur attention. Il faut aller renforcer ces convictions parce que vous avez tendance à rentrer dans un système hyper conformiste qui est justement croissance infinie, temps court. Donc, j'ai fait beaucoup de retraites avec, soit à titre personnel, soit avec d'autres dirigeants. On a fait avec Mathieu Ricard. Mathieu Ricard nous a amené sur le thème de quel héritage allez-vous laisser à la société, à votre société petit S et la société grand S, pendant 4 jours dans les Alpes suisses. On n'a pas besoin d'aller dans l'Himalaya. Après, on a passé un temps formidable avec Pierre Rabhi. Pierre Rabhi nous avait amené sur le thème de la sobriété. Pourquoi cette accumulation toujours de chiffre d'affaires, de volume, etc. Pouvez-vous repenser un modèle d'entreprise au travers la sobriété? Alors, Pierre Rabhi et Mathieu Ricard étaient très, très inspirants. Et ce qui est surprenant, c'est que la troisième session qu'on avait fait, qui était juste avant Covid, était avec Cyril Dion. Donc, Cyril Dion, qui était un réalisateur, qui avait fait le film Demain, il est sur le papier un peu moins inspirant que Pierre Rabhi et Mathieu Ricard, mais il a fait un truc formidable, c'est qu'il a dit, écoutez, comme vous êtes des dirigeants, donc potentiellement des greenwashers en puissance, avant de venir dans notre monastère assez glauque au-dessus de Chambéry, vous allez nous envoyer en amont de votre arrivée votre enfant, un enfant entre 12 et 18 ans, ou un neveu, un nièce, si vous n'avez pas d'enfant, et nous allons animer les 4 jours ensemble, mais à travers le prisme, les yeux et la voix de votre enfant. Et en fait, c'est pas moi, Cyril Dion, qui va le challenger, c'est votre fils ou votre fille ou votre neveu et nièce qui va vous challenger. Et moi, j'ai emmené ma fille. Et le thème, c'était, voilà, papa, maman, quelle planète tu comptes me laisser en 2030 et dans quel état? Et toi qui peux faire des choses, peut-être à petite échelle, mais en quoi tu contribues? Et avec cette phrase qui ressortait tout le temps, cette citation de Voltaire qui dit dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Mais on est tous responsables. On a tous une forme de responsabilité. Donc, en fait, voilà, d'abord, le modèle, comme il est très disruptif, nécessite des convictions fortes, notamment pour des boîtes cotées, parce que, croyez-moi, les analystes financiers, même si on les forme, ne comprennent pas ce qu'on fait, parce que tous leurs modèles sont sur une logique de croissance infinie. Donc, quand vous dites vous générez doubler votre profitabilité sans croissance, le modèle bug tout de suite, quoi. Donc en fait, c'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que se poursuit. Puis bien sûr, on fait un peu cette démarche un peu spirituelle avec beaucoup de managers. Et mon comité exécutif, on part souvent, on repart dans le désert pendant 4 jours, sans téléphone, sans portable, sans PowerPoint, sans rien. Et puis recentrage sur quel va être le Nexence de demain. Alors, donc c'est pour ça que je reviens sur les compétences d'un leader. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est pas la fin du monde, tout ce qu'on voit, mais c'est la fin d'un monde. Donc il faut bien maintenant, tous dirigeants ou non dirigeants, il faut bien qu'on rentre dans une logique d'architecte, de bâtisseur. Il faut réinventer. Tout ce qu'on fait là, la manière dont on pilote les entreprises, c'est tout l'approche dogmatique qu'on a depuis 30 ans. Donc, il faut bien rebooter notre logiciel, notre système d'exploitation. Il faut de la clarté parce que si vous êtes le nez dans le guidon dans vos indicateurs et que vous n'arrivez pas à prendre du recul, c'est un gros sujet. Donc, il faut des moments de recul, de prise de recul assez fondamentales, pour en fait libérer son instinct, son intuition, parce que maintenant, il n'y a plus rien d'écrit. Et puis favoriser l'imaginaire. Hein. On a besoin de créativité.
On a besoin de philosophes, on a besoin de designers qui ont cette vue en 360 sur le monde. Voilà, on a besoin de compétences qui sont très différentes que celles qu'on a eues par le passé. Donc, développer clarté, instinct imaginaire, enfin imagination, créativité, donc devenir plus. Donc, les raisons, c'est donc développer son cerveau droit, si on peut dire ça, avec cerveau gauche rationnel et développer la créativité, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas été formé, notre éducation, en tout cas occidentale, et puis la rationalité des cartes nous amène moins à être intuitif et à laisser l'imaginaire, mais plus être dans le rationnel. Donc, ça veut dire que là, c'est un vrai changement. Vous regardez les narratifs des entreprises, ils sont hyper rationnels. Ils sont très, très rationnels. Voilà, et on a besoin d'un narratif, d'un récit d'entreprise, justement, qui fait place à l'imagination, qui fait place au rêve. Parce que quand vous sortez il faut que l'entreprise soit ainsi un socle robuste qui, en cas de tempête à l'extérieur, avec que ce tempête géopolitique, climatique ou sociale, il faut que ça soit une sorte de refuge. Donc, si l'entreprise doit devenir refuge, il faut quand même retrouver un sens de l'engagement et du purpose dans tout ce qu'on fait tous les jours. J'avais lu chez vous aussi, et c'est un grand changement de paradigme, passer du sachant à l'apprenant. Oui. Bah, oui. Ça veut dire quoi pour vous? Bah, c'est dans cette logique de... C'est un chasseur de tête qui m'avait dit un jour, écoute, Chris, dans une entreprise, par voie empirique, vous avez à peu près 80% de sachants et 20% d'apprenants. Knowers and learners. Et il n'y a pas de jeu d'équilibre. Si vous êtes dans une entreprise où vous n'avez que des apprenants, c'est un chaos total. Hein, parce que vous avez de la créativité à profusion, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous avez toujours besoin d'un certain niveau d'expertise, mais aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus d'apprenants. Pourquoi? Parce que les apprenants, eux, considèrent que ce qu'ils ont acquis par le passé en termes de formation est déjà obsolète. Ils se documentent, ils apprennent, ils sont des buvards. Dès que vous apportez une nouvelle approche, une nouvelle philosophie, je les vois, moi, en salle. Ils ont les yeux écarquillés, ils notent tout, quoi. Alors que les sachants, ils ont les bras croisés, ils notent rien, ils disent « Oh, ça sert à rien ». Donc, en fait, il faut trouver un savant équilibre de vous entourer, malgré tout, en tout cas en cercle restreint d'apprenants. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde pour transformer l'entreprise. Vous savez, Nexans, pendant 10 ans, perdait de l'argent, faisait des profit warning non-stop, et on n'a pas changé tous les managers. Mais moi, j'y étais depuis 20 ans, donc non, on a changé l'approche, on a changé la vision, on a changé le mode d'exécution. Aujourd'hui, elle est hyper florissante. Quand on est en roadshow, on fait partie des sociétés hors CAC 40, des sociétés du capital goods européens qui sont les plus demandées, alors qu'avant, on était le mouton noir. Mais c'est bien, il s'est passé quelque chose au sein de l'entreprise. Et cette transformation, globalement, vous la faites bien sûr en travaillant la culture et la vision, et puis vous entourez de 30-40 personnes qui sont justement des apprenants et qui vont réinventer le système, qui vont hacker le système, qui vont dire, bon, ça ne marche pas, on arrête. Et voilà ce qu'on propose. Vraiment, le from to, c'est on était là, le change management, c'est on passe de là à là. Mais on décrit bien l'état dans lequel on veut aller. Parce que dire qu'on va changer, ça ne sert à rien. Ça crée plus de l'anxiété qu'autre chose. C'est 30 ou 40 personnes, Christopher, pardon. C'est des gens qui étaient dans l'entreprise que vous avez identifiés. Ouais. C'est ça, en fait. Ils étaient déjà. Est-ce que ils étaient déjà là-dedans? Ou alors vous les avez identifiés parce que vous les aviez déjà identifiés? Ou est-ce qu'ils se sont révélés parce que justement la situation a fait qu'ils sont venus vers vous en disant vous en êtes aperçu, en fait. Voilà. Est-ce que la situation a révélé les talents ou est-ce que vous les aviez déjà intégrés? Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait déjà de l'acquis, puis il y avait de la révélation. Alors bien sûr, attendez, on a besoin des 26 000 personnes, toute la force vive pour transformer l'entreprise, mais vous avez quand même des capitaines de bateau, donc il y a un moment donné, il faut... Vous savez, moi je considère qu'un CEO, aujourd'hui, il a 3 rôles. Et soit le CEO ou le dirigeant qui gère une unité. Il doit être le skipper, montrer le cap, embarquer l'équipage, voilà, parce qu'on dit on va prendre la route tous ensemble. On est tout seul sur le bateau, on est parti pour 3 ans, donc il faut que ça se passe bien. Donc c'est le skipper qui va braver les tempêtes, qui va embarquer son équipe
qui va dire, voilà, c'est ça la voie. En tant que CEO, moi, le deuxième élément sur lequel j'ai beaucoup travaillé, vu l'état de l'entreprise en 2018 avec mon équipe, c'est le côté docteur. C'est-à-dire là, oui, attendez, il y a un bout d'entreprise qui va bien, puis il y en a d'autres qui va devoir passer en salle d'urgence, là, parce qu'il va falloir qu'on opère. Là, il y a un problème systémique, on ne gagne pas d'argent depuis des années, donc table d'opération, on opère et on met tout au carré. Et puis le troisième, c'est un peu le troisième volet d'un dirigeant, pour moi, c'est un peu en anglais, on dit ça le gardener, c'est un peu le jardinier, c'est-à-dire c'est la culture, c'est que vous semez et il y a un temps de maturation, c'est-à-dire vous semez quelques graines et puis vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Et c'est un peu la gestion des talents, c'est la vision, c'est le temps long, c'est les modèles, modèle social, modèle économique, et vous semez régulièrement, vous regardez si ça pousse dans le bon sens, et c'est sur un temps plus long que ce qu'on fait tous les jours, quoi. Voilà. Et je pense que cet équilibre du skipper, du docteur et du jardinier, c'est un équilibre à conserver quand on est dirigeant ou pas d'ailleurs. Ça fait une bonne boussole, en tout cas, effectivement, sur Bonne boussole. ces trois piliers. Je vais prendre les questions qui nous sont posées. Donc, en fait, cette transformation a-t-elle été acceptée facilement? Ou, en fait, comment vous avez, dit différemment, comment est-ce que vous avez pu faire face aux résistances, comment on dit, résistance au changement? Est-ce qu'il y avait une acceptation facile au départ? Oui, Et c'était simple. C'était simple, pourquoi? Parce que, pour être très honnête avec vous, euh, quand j'ai pris les rênes et que j'ai vu un peu tous les blackbirds, tous les oiseaux noirs qui nous tournaient autour pour nous racheter pour pas cher, parce que la boîte valait, comme je vous l'ai dit, 700 millions d'euros. Aujourd'hui, si vous voulez racheter Nexans, c'est minimum 4 milliards. Euh, c'est plus le même chèque. Donc, la valeur d'entreprise est une protection. La résistance au changement était globalement assez faible. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on est en mode survie. On n'a pas le choix. Donc, faites-nous confiance, faites confiance à l'équipe. J'ai fait venir des externes côté fonction qui étaient vraiment très, très capés pour m'aider, pour m'assurer aussi que moi, ancien de Nexans, j'ai cette capacité à repartir d'une page blanche et pas partir avec des idées préconçues. Et puis j'ai fait monter, j'ai promu des internes sur tous les postes opérationnels. Je trouvais ce savant équilibre entre des nouveaux, des yeux neufs, et puis des internes qui ont été promus grâce à leurs résultats passés. Et puis on était en mode survie, donc la résistance au changement était globalement assez faible. Et surtout, en 2019, on a coupé de 2 niveaux hiérarchiques au top de la pyramide l'entreprise, parce que on se prenait pour une boîte du CAC 40 alors qu'on n'est pas au CAC 40, et en fait, on avait trop de patrons. On a patron advisor, vous voyez, c'est cette couche un peu de gras qui sont entre les business groups et entre le top management, qui généraient beaucoup de missions, beaucoup de PowerPoint, etc., mais sans intérêt, quoi. Et donc, le top 100 est devenu un top 60 parce qu'on s'est séparé de 40 personnes très, très bien payées, qui ont retrouvé du boulot très facilement, d'ailleurs. Et du coup, on a ramené le comité exécutif vraiment au plus proche du terrain, en fait, pour pouvoir agir. OK. Donc, transformation structurelle et puis, mais la situation initiale a fait qu'il y avait moins de ça facilitait, en fait, le terreau pour faire pousser de nouvelles plantes, en fait, Ouais, si je comprends bien. on n'avait pas le choix. Vous aviez pas le choix. Autre question qui est posée, en fait, et je vais la transformer un peu différemment, c'est comment utilisez-vous le digital pour appuyer votre stratégie, vous différencier et réduire plus avant votre empreinte carbone? J'ai envie de l'élargir, en fait, parce que vous avez mis en place aussi, vous parlez d'outils de pilotage et des KPI, en fait, qui ont changé. Ça, je pense que c'est aussi un vrai changement de paradigme, ce que vous appelez le shift, en fait. Enfin, voilà, comment vous avez fait et ça a été quoi ces changements de simplification? J'ai compris, mais aussi quels indicateurs vous avez laissé tomber et quels indicateurs vous avez mis en œuvre. Comment vous avez fait ce changement de KPI? Puisque vous le disiez tout à l'heure, Christopher, on est envahi par les KPI dans tous les sens. Alors, soit on utilise les bons, soit pas les bons, mais comment vous avez fait pour recentrer et se dire, ben, ça va être on va piloter différemment avec des indicateurs différents? Alors, la personne qui pose la question, attention, réponse brutale. Parce que Mmh.
Moi, vous savez, digital, on en parle tout le Mmh. temps partout. Heu, c'est pas que je suis pas fan ou pas fan, mais c'est franchement, quand vous regardez tout ce que les entreprises ont dépensé en outils informatiques et digitaux depuis 15 ans, des milliards, des millions pour une entreprise, des millions. D'ailleurs, le conseil d'administration à cette époque m'a dit: «Ouais, il faut que tu fasses la refonte totale de ton système IT». Non, mais je dis: «Mais c'est pas ça le sujet. Mmh. C'est pas ça le sujet». D'ailleurs, moi, j'ai été benchmarké une entreprise qui gagne 10 fois plus d'argent que nous avec qui avait un IT de 10 ans obsolète par rapport au nôtre. Mais je dis: «Mais c'est pas ça le sujet». Le problème qu'on a, c'est que par rapport à la transformation économique qu'on a fait, c'est que je me suis aperçu qu'on a injecté des millions d'euros d'investissement dans plus d'outils pour améliorer soi-disant la productivité, mais que malheureusement, on n'a pas accompagné nos équipes à comment mieux traiter la donnée. Parce que là où je suis convaincu, c'est que la donnée, c'est l'or de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. En 2009, quand on m'avait demandé de fermer des usines et que j'ai réussi à en sauver plus de 70% grâce à cette méthode-là, euh, j'avais demandé, j'allais dans une usine qui perdait énormément d'argent, j'ai dit, montrez-moi les indicateurs que vous analysez, quelles sont les données que vous traitez. Et je me suis aperçu qu'ils n'utilisaient que 4% des données disponibles dans les systèmes informatiques, dans les ERP. Que 4%. Quand vous reposez la question aujourd'hui, un peu moins maintenant chez nous, mais en 2018 c'était le cas, c'était toujours 4%. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements massifs tout au long des 10 ans, mais ils utilisaient toujours les mêmes données, les mêmes indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on avait travaillé le hardware, on n'avait pas trop travaillé le software dans le sens intellectuel du terme. Et le programme Shift de transformation économique de l'entreprise Nexence qu'on a développé, en fait, elle s'appuie sur 20% des données disponibles. Au-delà de 20%, le problème, c'est Excel crash et vous faites appel à Big Data, l'intelligence artificielle. Mais 20% des données disponibles. C'est-à-dire que, par exemple, nos managers à l'époque considéraient que tous les clients étaient rentables. Bah non, en utilisant plus de données, on a réinjecté les coûts de complexité et on dit, ben non, regardez, arrêtez ce client-là, fait que vous allez améliorer votre profitabilité parce qu'en fait, il est dilutif. Mais vous ne l'avez jamais regardé dans le sens granulaire du terme. Donc, ce n'est pas une question d'outils. C'est-à-dire que les gens se cachent beaucoup, beaucoup sur j'ai besoin d'outils. Et j'ai dit, mais non. Montrez-moi comment vous traitez la donnée. Montrez-moi quelle formation vous avez suivie. Comment aujourd'hui, avec la donnée disponible, vous pouvez déjà réinventer les choses. Et c'est pour ça, c'est-à-dire, on fuit tout le temps à travers l'investissement euh, la recherche la résolution de problèmes. C'est, j'ai déjà toutes les données, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour transformer l'entreprise. Après, bien sûr, on pourra, une fois qu'on sera au top, on pourra parler d'intelligence artificielle, on pourra digitaliser encore plus les choses. Mais aujourd'hui, franchement, on a déjà beaucoup, beaucoup qui ne sont pas utilisés. Donc d'abord, utilisons les données, apprenons à traiter les données, en fait. C'est plutôt Former, apprenons à il avoir faut des ferments former. et former. Mmh. C'est un gros sujet de formation. Moi, je suis choqué par le manque d'agilité sur la gestion des données de l'ensemble des managers. Vous savez, moi, ce qui me perturbe souvent, c'est que parfois des opérateurs de production qui ont à peine le bac, on leur demande de faire les 5 pourquoi. Ils disent, pourquoi cette machine s'est arrêtée? Ah, parce que il n'y avait pas assez de matière. Pourquoi il n'y avait pas assez de matière? Bah, parce que voilà. C'est la résolution de problème. Les 5 pourquoi, c'est la résolution de problème. Plus vous montez dans l'entreprise, est-ce que je peux voir votre résolution de problème? Est-ce que je peux voir la définition de votre problème et quelles sont l'arborescence sur la manière de le résoudre? Vous apercevez, non. Vous avez des indicateurs. Mais les indicateurs, ce n'est pas de la résolution de problème. La résolution de problème, il faut rentrer dans les données, faut malaxer les données, faut repenser, il faut réfléchir. Et plus vous montez, souvent, ce principe de résolution de problème et de réflexion est perdu, alors que c'est la clé pour transformer une entreprise. Et c'est du bon sens, pour reprendre. C'est du bon sens. Parce qu'effectivement, et c'est pour ça que c'est vrai, pour aller dans le bon sens, quand j'ai lu, le modèle E3, je me dis: «Mais c'est le bon sens, c'est vrai». On a oublié que
Se séparer des clients, enfin en tout cas privilégier des clients, on va dire ça comme ça, qui sont rentables pour faire de la croissance rentable, c'est du bon sens. On ne vous dirait pas, voilà, pris autrement, on dirait: «Mais pourquoi est-ce qu'on continue à travailler avec des gens qui ne sont pas à la fois dans la vision d'entreprise, dans le sens donc qu'on s'est donné, donc de pouvoir, préserver la nature, l'environnement, le social et cetera et qui en plus nous font perdre de l'argent». Donc c'est du bon sens en fait. C'est un peu du bon sens paysan, Christopher, mais j'ai l'impression qu'on a oublié ce bon sens. C'est une Alors, moi, capacité à comprendre soi-même. quand vous allez sur le terrain, Muriel, le bon Ouais. sens il émerge tout de suite. Mmh. Moi qui passe beaucoup de temps avec les syndicats, il y a beaucoup de bon sens, hein. Quand vous allez au-delà du clivage par manque, il y a toujours les clivages en fait naissent par manque de dialogue, mais plus vous dialoguez, moins il y a de clivage et plus vous apercevez qu'on est d'accord. On est d'accord. Donc, en fait, le gros sujet se situe surtout au niveau du top management obligatoirement, du middle management qui s'est complètement siloté depuis les années 2000 par l'expertise de la fonction et a créé des optimums locaux, donc les indicateurs de la supply chain, des RH, etc., mais ça n'en fait pas un optimum global. Mmh. Donc, en fait, il faut redonner du bon sens dans le système. Après, c'est le rôle du dirigeant de le faire. Alors, j'avais une question. À quel rythme réunissez-vous, c'est plus pragmatique, votre comité exécutif? Quels sont les sujets que vous y adressez et avec quelle priorité? Alors, je n'ai pas entendu le début de la question, pardon. C'était votre modèle est inspirant, donc c'est Vincent qui nous dit ça. À quel rythme réunissez-vous votre comité exécutif? Quels sont les sujets que vous y adressez? Donc c'est un peu plus Oui. particulier comme question et avec quelle priorité en fait? On a fait, je vais vous expliquer, je ne vous dis pas ce qu'on va faire là, pour des questions confidentielles, mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait depuis 3 ans. Bon, déjà, on a très classique, un comité exécutif tous les mois, mais 4 fois par an, on a des comités exécutifs trimestriels où là, on ne parle plus des sujets qu'on évoque d'habitude tous les mois. Donc, j'ai fait les 4 dernières années, j'ai fait un cycle en 4 étapes. Avant l'écoute historique qu'on a écrit, qui est un peu la vision de l'entreprise à 10 ans autour de l'électrification durable. On est parti, le premier cycle c'était terre inconnue, on est parti dans le désert pendant 4 jours. J'ai voulu vraiment marquer, très roots, pas luxe, et on a fait de la marche méditative. On a travaillé avec Sébastien Henry, notre coach, qui nous a accompagnés pendant 4 jours, et puis on s'est dit, voilà, où va-t-on, quoi? Quel est le cap? Comment définir le cap ensemble? Donc ça, c'était le gros sujet. Après, on est parti, on a une grosse équipe en Norvège, on est parti dans les plaines norvégiennes, on est parti en chien de traîneau. Donc on a un gros changement de température, hein, c'était un peu plus tard dans le temps. Et puis là, on s'est dit, voilà, l'objectif, c'est est-ce qu'on est à la bonne altitude? Alors, reprendre un peu d'altitude dans les montagnes norvégiennes. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on est à la bonne vitesse et la bonne altitude? Et puis, comme ça marchait bien, etc., on s'est dit, bon, bah, 3e cycle, on va dans un monastère. Donc là, ça a commencé à faire peur, hein, pour être très honnête. Ils ont eu beaucoup de chance, en fait, parce que juste avant notre arrivée, le monastère, c'était l'hiver, a eu Mmh. rupture du système de chauffage, donc ils ne pouvaient pas nous accueillir parce qu'ils paniquaient total, parce que là, c'était un monastère qui avait fait vœu de silence, donc on avait le droit d'avoir une salle où on pouvait parler, mais tous les repas se faisaient avec les moines et on n'avait pas le droit de parler. Et puis bien sûr, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien, etc. Donc, voilà, ils ont un peu paniqué, mais on a fini malheureusement dans un refuge en montagne qui était tout à fait sympathique. On était tout seul en plus, formidable. Et puis le 4e cycle, on est parti en mer avec notre skipper qu'on sponsorise, Fabrice Amedeo, pour le Vendée Globe, et on est parti en bateau avec lui. On a pris le large, voilà. Et donc voilà, c'est toujours pour nous sortir de notre quotidien qui est très rationnel. On a ces moments, voilà, d'élévation ensemble, en équipe, pour être sûr qu'on ait le recul nécessaire. C'est est-ce qu'on va dans le bon sens? Voilà, et on s'aligne, voilà, régulièrement. Mmh. Super expérience. Vous avez raison, elle est métaphorique. Je prends de la hauteur, je prends de la profondeur. Pour moi, hein, monastère. Je prends le large. C'est toujours. Et je me perds dans le désert. Je me perds dans le désert. C'est toujours avec. En plus, c'est toujours très métaphorique. Donc oui, donc ça parle. Donc super.
On arrive bientôt à l'issue de cette matinale. Christopher, est-ce qu'il y a un message précis que vous aimeriez donner, aux dirigeants qui aimeraient poursuivre la même route que vous, par exemple, ou essayer en tout cas? On se l'était dit entre nous et je crois que c'était en disant: «Mais pourquoi il y a pas plus de dirigeants?» et on parlait des dirigeants du CAC 40 par exemple qui suivent voilà, moi je me disais, je vous avais posé la question: «Pourquoi il y a pas des gens qui viennent?» J'imaginais vous étiez sollicités tous les jours par des dirigeants qui viennent vous voir en disant: «Mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ça?» Et vous me disiez que c'était pas forcément le cas. Alors Bah, du coup, les c'est-à-dire que Français diraient quoi? ouais, les dirigeants des sociétés familiales, vous retrouvez ces principes-là, hein. Quand je fais des retraites, Les c'est gens pour moyen les terme. dirigeants de sociétés familiales qui il y a rien de nouveau dans ce que je dis, hein. Eux, ils sont sur une logique de temps long, de logique patrimoniale, de sociale, très engagée. Donc ça, voilà. Après, faut pas tirer sur les dirigeants des boîtes cotées. Je veux dire, Mmh. il y a eu, le monde s'est hyper financiarisé et faut être très honnête, hein, si vous n'êtes pas dans le système, votre DLV, votre date limite de vente est vite passée, hein. On marche toujours sur des œufs, hein. On Mmh. marche toujours sur des œufs. Euh, Moi, j'ai décidé d'aller dans ce sens-là parce que je pense que l'entreprise le permettait. Et puis surtout, moi, c'est surtout un partage d'expérience, hein. Je dis pas c'est comme ça qu'il faut faire, j'en sais rien. Enfin, on essaye de trouver des voies. En tout cas, quand vous devez réécrire, c'est comme vous écrivez un bouquin, quoi. Il y a plein de brouillons, vous vous trompez. Avant d'arriver au modèle ultime, Nexence partage à travers cet ouvrage une expérience et qui, je vois, pour moi, s'enrichit de retours d'autres dirigeants réguliers que j'ai. Et puis, avec beaucoup d'investisseurs. On m'a dit, bah ouais, mais bon, vos investisseurs, ils ne pensent pas comme ça. Ah, je dis si, on commence, nous, à choisir nos investisseurs qui ont cette approche holistique. Là, je reviens d'un roadshow en Écosse où l'un de nos gros investisseurs écossais nous dit, pendant la première demi-heure, il ne m'a pas parlé de résultats, il m'a parlé de culture d'entreprise et où j'en suis dans le déploiement du modèle E3. Voilà. Enfin, c'est un parmi 100, hein, mais c'est ce que je recherche. Donc, ça existe, hein. Ça existe et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre la pression sur les dirigeants. Moi, je mets presque plus la pression sur ceux qui font que le dirigeant reste ou pas. Ce sont les investisseurs, ce sont les actionnaires et c'est le conseil d'administration. C'est à eux de faire cette mutation. Parce que si eux font cette mutation, vous aurez les dirigeants qui iront dans ce sens-là. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toujours cette notion de rester un peu dans le système malgré tout, quoi. Faut pas sortir des rails. Donc, c'est complexe, hein. Franchement, je vous dis, c'est dans un monde hyper financiarisé et qui est hyper volatile depuis le Covid, et puis qui est maintenant avec peut-être aux prémices d'une récession mondiale, on ne sait pas, importante, c'est très complexe à diriger aujourd'hui, Mmh. l'entreprise. Merci. Oui, oui, je crois que on le vit au quotidien. Je le vis avec mes dirigeants en disant: «Ben, voilà, c'était beaucoup plus simple avant. Maintenant, avec cette complexification, on doit effectivement tous les jours, se réinventer, tous les jours faire avec, vous disiez tout à l'heure, gérer les paradoxes et Mmh. c'est pas facile. Donc c'est une vraie profession de foi. C'est ça. Il faut avoir la foi, c'est ce que je dis toujours, voilà, il faut vraiment avoir cette foi-là, cette croyance-là et je pense que vous en êtes animés, en fait. C'est-à-dire que pour avoir mis en place ça, il faut avoir un courage managérial de le faire, il faut avoir les conditions qui le fassent et puis il faut avoir les hommes aussi qui vous suivent derrière et qui portent, en fait. Je pense que si on pouvait ces 3 piliers-là, pour moi, sont importants, et merci en tout cas, Christopher, de nous avoir partagé cette expérience-là, en toute humilité. Et je vous encourage tous à aller plus loin si vous le voulez avec les références du livre de Christopher qui est très inspirant. Et puis peut-être justement à faire pousser les graines chez vous aussi, hein. Je pense que tout un chacun a son rôle à jouer et que vous pouvez le faire aussi pour que l'ensemble, comme on parlait de systémique, pour que l'ensemble du système puisse se bouger. J'aime beaucoup l'idée du flocon que vous disiez dans les avalanches, mais si on est tous un flocon à faire des choses, ou l'effet colibri, eh bien le système entier pourra bouger. Donc je pense qu'il faut aussi en avoir conscience de ça. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage très, très inspirant. Merci à vous tous aussi et pour vos questions et pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes
une très belle journée, une très belle, voilà, un très bon week-end qui s'approche. Et puis je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le 15 février pour un autre témoignage inspirant. Merci Christopher. Bonne continuation, bon vent, bonne prise de hauteur et de profondeur. À vous aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. À Merci, au bientôt. revoir.